Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémoralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé une bonne semaine. On est content de vous retrouver en ce lundi matin pour un nouvel épisode du podcast Motivé comme jamais. Alors on vous rassure, nous on n'enregistre pas ça le samedi matin, enfin le lundi matin. Non, enfin c'est matinal pour ça. Ça 2 jours avant comme d'habitude. Cette semaine, boum anecdote. Franchement des envies d'expat un peu. Ouais, là franchement cette semaine... Disons, on fait que rager. c'est ça, c'est... Pourtant, on essaie de vous amener de la bonne humeur dans le podcast, hein, mais vraiment, c'est vrai qu'en ce moment, la vie nous envoie des petites calbottes derrière la tête, on est en mode... va falloir quand même prendre des décisions au bout d'un moment donné. Quoi. Ouais, c'est sûr. Non, on a notre projet là des 9 lots. Bon, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que... Je pense qu'on tisse ce projet depuis l'épisode 3 ou 4, ouais, je pense, quelque chose comme ça. 80 épisodes après, spoiler, c'est toujours pas loué. Non, mais parce qu'en fait, on l'a visité quand? En juillet 2023. Ouais. On a eu le prêt en janvier 2024, non, je octobre crois. 2023. Ou octobre. On a signé l'acquisition. Ah oui, on a signé en janvier 2024. Ouais. Non, en mars, 2024. C'est ça. Après. Démarrage des travaux. Démarrage des travaux en avril. Fin des travaux à 80% en juin. Et depuis, on gratte un pourcentage tous les 3 mois. Ouais, du coup, on est passé de 80% des travaux en juin, je pense 95% des travaux aujourd'hui. Ouais. Et là, en fait, on a commencé à dire, bon... on vous aime bien, mais il va falloir vraiment se bouger. Et le problème, c'est que je pense qu'on a une entreprise qui commence à être débordée, où ils n'arrivent pas à finir. Oui, où on a dû commencer à menacer de mise en demeure par huissier. En général, ça part pas bien quand vous en arrivez là. En fait, ce qui nous a fait péter les plombs, c'est que ils sont pas réactifs. Quand je dis pas réactifs, c'est que le mec principal qui nous a vendu le projet, etc., qu'on connaît bien, ça fait 6 mois qu'il répond pas. Il a quelqu'un qui s'occupe du coup de nous, du SAV, etc. Et en fait, d'habitude, elle répond tout le temps. Franchement, tu l'as 1 à 2 fois par semaine. Et là, pas de nouvelles pendant 3 semaines. Donc, sachant qu'on est au niveau des consuels, donc pour nous, c'est vraiment le bout du bout. Ouais. C'est là où ils envoient le jus dans les logements et qu'on peut enfin louer. Le consuel, c'est quand vous faites une installation électrique neuve. C'est grosso modo, encore une fois, l'organisme d'État qui vient passer vérifier que tout est aux normes et que Enedis peut vous brancher le jus et que ça va pas foutre le feu à la baraque. Grosso modo, c'est un peu l'idée du consuel. Et du coup, normalement, il passe semaine prochaine, il passe mardi. Et normalement, si c'est bon, en principe, on devrait pouvoir mettre le jus, sauf qu'en réalité, les travaux d'Enedis sont pas tout à fait finis parce qu'il y a toujours un problème de tranchée. C'est là où nous, des fois, on pète un peu les plombs. C'est bon, Enedis, on sait qu'ils sont casse-pieds, vous le savez, ils nous ont fait perdre beaucoup de temps sur ce projet. C'est en partie à cause d'eux qu'on a du retard, mais pas totalement. Non, pas totalement. Et là, par exemple, il y a un des points qui fait qu'Enedis c'est pas fini, c'est qu'Enedis avait demandé une tranchée à 70 cm de profondeur. Et ça, franchement, c'est le genre de truc que, bon, ok, en fait, il faut juste le faire. Et j'imagine que, je sais pas, on aurait fait une tranchée à 65 cm, je pense qu'Enedis aurait fait, allez, c'est bon, Nick, on installe le câble quand même. Sauf que là, je sais pas pourquoi l'entreprise de travaux, ils ont fait une tranchée à 40 cm. Donc forcément, quand il y a 30 cm d'écart, Enedis nous dit, c'est pas possible, en fait. Et je les comprends, parce qu'à un moment donné, il faut bien un minimum de respect des normes. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on pète un peu un plomb sur l'entreprise qui s'occupe des travaux. En fait, je pense que l'entreprise qui s'occupe des travaux aussi, elle est prise un peu au dépourvu comme nous. C'est qu'avant, en fait, Enedis, je pense qu'on l'a déjà expliqué dans le podcast, mais avant, Enedis faisait les travaux de mise en conformité pour pouvoir faire passer les consuels. Et là, depuis, je pense, 1 an et demi, c'est en fait, ils font plus. Donc, pour je ne sais quelle raison.
Bon, les prix ne baissent pas, hein, je tiens à vous le dire. Ouais, en fait, c'est toujours pareil en France, c'est que tu payes toujours autant et t'as toujours moins de services en C'est face. ça. Donc en fait, il faut sous-traiter les travaux. Enedis se pointe, dit c'est bon, c'est pas bon. Donc nous, je pense qu'ils font des allers-retours depuis 6 mois en fait pour dire ce qui va et ce qui va pas. Et une fois que c'est bon, ils donnent un numéro pour pouvoir pour que le consuel puisse en passer et envoyer les lecs. Nous, dans notre malheur, on a un numéro. Et en fait, voilà, il faut quand même que les travaux soient terminés pour que Enedis puisse passer, qu'on ait la facture et qu'on soit en règle. Et là, en fait, c'est vrai que ça s'éternise. Je pense que le projet, il a pas bougé depuis septembre. Quasiment. Franchement, alors, ça a un tout petit peu bougé. On peut pas dire non plus que les entreprises se sont plus pointées sur le chantier depuis. Mais en fait, en septembre, en théorie, novembre, c'était fini, quoi. Et d'ailleurs, la première programmation de l'intervention d'Enedis, si tout avait été conforme, normalement, le 29 novembre, on avait tout qui était bon au niveau de l'installation électrique. Donc là, vous voyez, on est mi-mars. Et depuis mi-mars, c'est toujours pas bon, quoi. C'est ça. Donc là, en fait, le but pour nous, c'est pas d'aller en procédure, etc. Mais c'est juste d'en finir, que l'élec soit mis. À la limite, les derniers travaux de finition, bah tant pis, soit on s'assoit dessus, soit on met une rallonge. Donc en fait, bah du coup, c'est ce qui va se passer, on met une rallonge pour qu'ils puissent terminer. Parce que visiblement, entre l'entreprise qui fait les travaux et le maître d'œuvre, il y a un problème de facturation. Et en fait, c'est tout le litige, en fait. Donc, l'entreprise qui fait les travaux peine à faire les travaux parce que pas d'accord sur les tarifs et machin. Et le maître d'œuvre qui a l'air de pas savoir s'en sortir. Donc, bon, bah, nous, on a dit, comme vous voulez, on met les sous qu'il faut pour que vous finissiez et que nous, on puisse mettre en location parce que du coup, les photos sont prises, le mec de l'agent IMO, il attend que les lecs. Donc, en fait, on attend que, quoi. Donc, c'est un peu le problème et c'est là-dessus, si c'est parce que simplement, à part vous raconter ce problème-là, c'est un peu vous, quelle leçon vous pouvez en tirer. C'est, d'éviter au maximum les procédures, parce qu'effectivement, là, on réfléchit, en réalité, à tenter un procès contre le maître d'œuvre pour tout le retard qu'on a eu, sur ce projet, parce que là, on a déjà à plus de 30 000 € de loyer perdu sur le retard. On a eu quelques surcoûts. Alors, franchement, les surcoûts, en vrai, par rapport au prix total de l'opération, ils sont minimes. Là, pour l'instant, on va être à 5 000 € de surcoût à peu près. Donc, en vrai, pour des très gros travaux, c'est ok. Enfin, franchement, ça va toujours aller d'avoir des surcoûts, surtout que quand, voilà, moi j'ai déjà bien demandé 15 fois si le tarif qu'ils nous avaient annoncé à l'époque était bien celui qu'on aurait à la fin. On a eu des petits surcoûts, ils ont fait quelques gestes de leur part. Par exemple, ils ont gardé les diagnostics techniques, par exemple, de la livraison des logements, ils ont gardé à leur charge. Voilà, bon, on arrive à s'arranger. En plus, nous, dans les affaires, on est pragmatique, c'est-à-dire que nous, on préfère toujours un mauvais arrangement qu'un long procès. Enfin, moi, c'est toujours une règle que je vous recommande, parce qu'en fait, en France, la justice, c'est tellement long, tellement cher, tellement compliqué qu'en fait, il faut toujours l'éviter au maximum. Moi, ça me gonflerait de devoir aller faire une procédure avec eux. Je préfère qu'on s'arrange. Du coup, là, on a trouvé une sorte de terrain d'entente en mode, ils ont dû appeler une autre entreprise. Il y a un surcoût. Ils en prennent, on va dire, 2 tiers leur charge. On prend un tiers. Donc, nous, on va repayer 2700 € de plus, ce qui rentre dans les 5000 que je vous parlais juste avant. Et encore une fois, là encore, conseil qu'on donne quand vous faites un prêt et qu'il va y avoir des travaux, prévoyez toujours une petite marge de sécurité. Nous, c'est ce qu'on a fait sur notre financement, ce qui fait que, entre guillemets, on est un peu à l'aise de ce côté-là. C'est que on a encore un peu de mou sur le prêt. Alors bon, bien sûr, on en parle avec d'autres investisseurs qui ont pu avoir la même problématique. Des fois, le problème, c'est aussi que t'as un prêt à payer, t'as pas de loyer en face, etc. Nous, on a de la chance quand même d'avoir un parc qui est loué à côté, qui nous permet de payer la mensualité de prêt. Mais c'est vrai que ce problème et le temps que ça prend, ça commence à me gonfler. Ou à la fin, je leur ai dit, vous savez quoi, prenez une bonne entreprise qui doit terminer les travaux. Si un surcoût, on le payera. Et comme ça, on en termine, parce que on perd 4 500 € de loyer par mois sur Stoppé. Ouais. Donc franchement, mettre 2 500 € en plus de ma poche, je suis pas assez prêt. Je veux que ça se termine, qu'on puisse louer, surtout que nous on puisse passer à autre chose, parce que je vous cache pas que c'est moi qui téléphone tout le temps pour me tenir informé de ce qui se passe à Bergerac. En fait, ça me mange une énergie. Oui, ça fait un an tous les jours. Ouais, ça fait quasiment un an que je téléphone tous les jours pour savoir où ça en est. Et encore une fois, c'est ce qu'on vous dit toujours, c'est que c'est jamais aussi bien fait que quand c'est vous qui le faites. Le problème, c'est que nous, Bergerac, c'est trop loin de là où on habite, donc je peux pas y être tous les jours. Sinon, franchement, je pense que si c'était à 1 heure de chez nous, je pense que j'y serais tous les jours. Le problème, c'est que là, on peut y aller 1 fois par mois maximum, ou alors c'est-à-dire qu'on met en pause beaucoup d'autres choses et qu'on est en cours aussi à côté. Et la réalité, c'est que du coup, c'est ce que j'appelle le harcèlement sympathique. C'est-à-dire que je pense que c'est pas une bonne idée de s'engueuler avec vos partenaires, même quand la situation se tend un petit peu. Je pense que c'est pas une bonne idée de mal leur parler, d'en venir aux insultes, aux menaces, etc. C'est pas une bonne idée. Mais du coup, moi, j'applique le harcèlement de bonne humeur. C'est-à-dire que je les appelle tous les jours, et tous les jours, je leur parle très gentiment, mais je leur dis, ça en est où?
Et du coup, je deviens leur plus gros problème, et en devenant leur plus gros problème, je deviens un petit peu leur priorité. Et c'est ce que je vous conseille de faire, notamment avec les entrepreneurs, les artisans, etc. Là, par exemple, on a eu d'autres cas, on a des petits chantiers. Alors à chaque fois, c'est des bricoles, mais des fois, les artisans qu'on a, ils sont pas chers, mais bon, du coup, ils ont plein de chantiers, ils ont parfois pas le temps d'y aller, ils nous oublient un petit peu. Et c'est à chaque fois ce que je fais. Je pourrais appeler l'artisan et un petit peu m'énerver en disant, vous vous rendez compte, ça fait 3 semaines que vous m'avez dit que vous passerez, etc. Le mec, il va se vénérer un peu parce que personne n'aime qu'on lui parle mal. Du coup, moi, j'appelle et je suis très sympathique et je dis, bon, vous m'avez pas oublié, ça en est où? Et je les appelle comme ça tous les jours, et finalement à la fin de semaine, en général, ils le font parce qu'ils pètent les plombs, et que je les harcèle entre guillemets. Mais comme je suis sympathique, ils peuvent pas râler parce que vous pouvez pas vous énerver quelqu'un qui est sympathique avec vous, quoi. Donc c'est un peu là aussi une petite astuce que je vous recommande. Ouais, on l'a déjà dit, de rester poli avec tout le monde, voire sympathique, parce qu'au final, tant que nous, notre chance sur ce truc-là, c'est qu'on a, parce que par rapport aux autres, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, nous, la communication, elle est pas rompue. Alors, on a eu un petit coup de stress avec leur avocat, là. Ouais, parce que du coup, quand on a commencé à un moment donné à menacer un peu, à parler d'huissier et de courrier, parce que je commençais à plus avoir de réponse, et là, ça commençait vraiment à me tendre, c'est leur avocat qui nous a répondu. Après, moi, ce que j'ai dit à l'avocat, j'ai dit, c'est dans l'intérêt de personne de faire une procédure, ça serait bien qu'on trouve une solution. J'ai dit, je veux bien qu'on échange, mais pour le coup, faut que quelqu'un me réponde, quoi. C'est ça. Donc rester sympathique, garder la communication, même quand la situation a l'air tirée par les cheveux. On a l'impression que c'est ce qui nous sauve un peu de ce projet-là. On espère vraiment que ce soit fini là, que le consul dise OK, qu'il finisse ses travaux Enedis et qu'on n'en parle plus, quoi. Parce que franchement, après on fait pas une mauvaise OP non plus. C'est juste que la renta elle est un peu baissée. Oui, mais la valeur patrimoniale, par contre, elle a pas bougé. Et on le savait depuis le départ que c'était plus patrimonial cette OP-là que... Alors, bon, patrimonial, on est quand même à 11% de renta, tu vois, même avec les petits surcoûts, etc. Le seul problème qu'on a, c'est que notamment avec le retard et avec les mensualités de prêt qu'on a déjà payées, mais en fait, c'est une OP qui, là, pour l'instant, en termes de trésorerie, nous a coûté 100 000 euros sur notre trésorerie, quoi. Ouais. Donc forcément, c'est 100 000 euros qu'on peut pas mettre dans d'autres OP. Donc si on avait su, peut-être qu'on les aurait replacés 100 000 euros qu'on n'a pas non plus pu nous mettre dans nos vacances et dans les voyages prévus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, quoi, parce qu'à un moment donné, certes, tu travailles, enfin, je veux dire, c'est sûr que ça t'applique des coûts, mais bon, il y a un moment donné où on fait ça aussi, pour pouvoir en profiter, se récompenser un peu. Et en fait, le devoir delayer sa récompense parce qu'en fait, juste vos partenaires d'affaires font pas le job, c'est extrêmement rageant. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un peu puni parce qu'en fait, on gère beaucoup de soucis, que au final, on a l'impression de devoir payer tout le monde rubis sur ongle, mais quand dans l'autre sens, ça fonctionne jamais, tu vois. Et c'est vrai que c'est assez démoralisant, là. Moi, j'étais là, ça commence à bien faire. Ouais. Deuxième boom anecdote. On en a déjà parlé un petit peu à travers la première. Ouais, en fait, c'est un peu l'impunité en France. Le problème, c'est qu'on en parlait cette semaine avec Jus. On voit bien, on a des contentieux. Je pense qu'on en a 3 en cours. Ouais, alors un qui est en passe d'être réglé et il en restera 2. On avait déjà un peu parlé la semaine dernière, mais en fait, on voit bien que l'impunité en France, déjà, elle est très longue, elle est très coûteuse. Et du coup, des fois, je me demande si ça vaut le coup, tu vois. Parce qu'au final... c'est justement ce que je disais juste avant, c'est qu'il vaut mieux... en fait, il vaut mieux le sortir à l'amiable. Qu'un long procès. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand nous, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est que quand, entre guillemets, nos partenaires d'affaires ou l'État ou qui que ce soit ne respectent pas la loi avec nous, en fait, nous, on est un peu désemparés. En fait, tout de suite, tu vas aller voir un avocat, ça te coûte des milliers d'euros et des mois, voire des années de procédure. Et de l'autre côté, nous, quand on a un problème avec la moindre mairie, là, bizarrement, tout est bloqué, on peut rien faire, on perd de l'argent, du temps, alors que des fois, on est dans notre bon droit, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement rageant, parce qu'on a l'impression que quoi que tu fasses en France, t'es toujours petit bras, et pour avoir de plus en plus d'amis qui vivent à l'étranger, dans les autres pays ça marche pas comme ça, quoi. Donc en fait à un moment donné on se dit franchement est-ce que on va pas commencer à réfléchir autrement, quoi. Ouais. Et pour ceux qui se rappellent, qui nous suivent depuis longtemps, je sais pas si tu te rappelles, on avait sur un des locaux commerciaux, on avait fait des travaux, et en fait c'était des travaux intérieurs. Et en fait, en théorie, il y avait pas de législation dessus. Et la mairie, elle a déboulé. La mairie qui nous devait 6 mois de loyer, je tiens à le préciser à ce moment-là. Et qui nous en doit 3 mois aujourd'hui, d'ailleurs. Et qui nous en doit toujours 3 aujourd'hui. Avait débarqué avec les gendarmes, était rentré dans le local sans sans mandat, rien. Sans autorisation, surtout, en réalité. Ils ont stoppé le chantier et ils avaient fait dégager nos artisans qui voulaient plus revenir tellement qu'ils avaient eu peur. Je me dis, c'est quel genre de monde, tu vois. Et en fait, évidemment, ces gens-là seront jamais punis, déjà pour le retard qu'ils nous ont fait. Et si on considère qu'il y a un préjudice... En fait, eux, pour le coup, avaient fait quand même quelque chose qui, aux yeux du pénal, de violation de domicile, de rentrer dans un lieu non fermé, clos, sans autorisation. Et du coup, pour ça, il y aura jamais de conséquences. Il aurait fallu qu'on dépose plainte, qu'on se constitue partie civile, machin. Le procureur, comme c'est une mairie, il aurait été
été Pas de notre côté. ouais, c'est ça, il aurait été de mèche et il aurait Bah, les pas gendarmes, il aurait déjà, pas ils ont donné accepté suite. de faire ça. Alors, les gendarmes sont pas entrés parce qu'ils sont pas aussi bêtes, mais là aussi, les gendarmes, ils les ont escortés pour faire peur, Oui. d'un commun accord, en fait, alors Ouais, c'est qu'ils ça. savaient que c'était pas dans leur bon droit, quoi. Donc voilà, là c'est après Ça là- passera, je pense, là-dessus, vous mais savez toujours, nous dans ce podcast, c'est vraiment de vous donner le maximum de force, de motivation et d'envie de de vous bouger, réalité, de ouais. faire des choses. Mais c'est vrai que franchement, j'arrive pas à être positif sur l'avenir en France dans les années qui viennent, parce que t'as l'impression que tout le temps il se passe de nouvelles dingueries, et tout le temps, y compris, je veux dire, pas là, je vous parle pas que des faits divers, etc., parce que bon, les faits divers, c'est un peu, si vous les lisez pas trop, entre guillemets, vous les voyez pas, et au final, est-ce que enfin je comprends qu'on puisse remettre en compte le fait que c'est pire qu'avant ou pas, mais en fait c'est surtout dans nos vies et dans nous, ce qui nous arrive, où on se dit mais c'est pas possible, en fait, tous les 6 mois on a une nouvelle dinguerie, du fait que, entre guillemets, tout s'aggrave un petit peu. Et c'est vrai que c'est un peu comme là les locaux commerciaux, on a de plus en plus de locataires qui nous demandent de faire des baisses de loyer parce qu'ils s'en Ouais, sortent ils pas d'un arrivent point pas, de vue s'en sortent d'activité pas. économique. Et le problème, c'est que tu vois bien qu'en France, l'activité économique, elle a l'arrêt comblé, que quand le Premier ministre il parle, au lieu de te parler de relancer l'activité économique, de baisser les impôts, le mec il te parle d'investir dans l'armement pour aller faire la guerre, je ne sais où. T'es là en mode, ben mon ref, tu veux pas un peu regarder ce qui se passe en France et regarder ce que les gens veulent, tu vois, parce que je pense qu'il n'y a aucun Français qui veut, qui se dit que c'est une bonne idée de se réarmer pour je ne sais quoi. Alors par peut-être les personnes âgées à qui tu leur fais peur en leur parlant de la Russie, machin truc. La réalité, c'est que t'as beaucoup de gens qui ont plus d'argent, qu'il faut relancer l'économie, faire en sorte que ça circule un peu, et eux ils sont en train de tout bloquer en encourageant justement les gens à partir en crypto, parce qu'ils sont en train de parler de mobiliser l'épargne Ah des oui, Français, mobiliser etc. l'épargne, je l'ai lu, ouais. À un moment donné, tu te dis c'est pas possible. Je veux dire, où est-ce qu'on va aller dans 10 ans, quoi. C'est clair. Bon, sinon, bonne nouvelle, on a mis en location 2 locaux commerciaux. Il y en Cette avait un semaine. qu'on n'arrivait pas à louer. Ouais, il y en a, on les a gardé 3 mois sous Julien, les il bras, ça a été pétait son crâne avec ce truc-là. Ouais, parce qu'en plus je faisais plein de visites, à chaque fois il y avait des négociations, des contre-visites, puis finalement à la fin ça matchait pas, et là c'est bon. Visiblement c'est ce local-là qu'on n'arrivait pas à louer. On a eu plein d'activités différentes en Ouais. plus. On a eu restaurant, on a eu spa, on a eu Salon de coiffure. celles qui font les mariés là, Ah, wedding planner. wedding planner, on a eu club libertin aussi. Ouais. On a vraiment tout eu sur ce Tout eu, local. Mais bon, ouais. là, du coup, ça y est, il est en location. On en a loué un autre. Pareil, ça, c'est bien pour nous parce que ça permet de rentrer au moins des dépôts de garantie. Même si après, comme il y a un peu de travaux, on s'arrange sur les mois de loyer. Et franchement, c'est bien parce que du coup, on a nettement moins de trucs à louer que il y a 2-3 semaines. Donc, ça fait un peu de bien. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, enfin. Ça y est, après avoir travaillé Ça dessus y est. depuis, je pense qu'on travaille sur ce truc-là depuis 5 mois. Après, bon, on ne travaille pas tous les jours à temps plein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un de nos gros projets qu'on devait lancer. Ouais. Et ça va se concrétiser. Là, normalement, si vous écouterez l'épisode lundi matin, ça sera lancé sur Instagram. Ça y est. Ouais. On lance enfin le compte de la Flouserie. Yes. Du coup, de notre compte Instagram différent de celui du podcast, et où on va pouvoir vous partager d'une autre manière que sur le podcast nos conseils, notre expérience dans l'IMO, et puis surtout un compte qu'on va essayer de tourner pas mal autour de la bonne humeur et de l'humour surtout, Ouais. parce qu'en fait quand on est sur les réseaux sociaux on veut on veut rire, et puis même nous on le voit, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, c'est des trucs un peu drôles. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On le lance dimanche. Ouais, dimanche. Il sera déjà lancé quand vous le verrez lundi. On va surtout essayer de s'y tenir avec une vraie ligne de publication d'un Voilà, certain déjà, nombre on a quelques par semaines de public qui sont prêtes. d'avance. Donc, Et ça, c'est vraiment top. Ça nous fait plaisir parce que on voulait se différencier. On va voir sans doute YouTube qui va aussi arriver dans les mois qui viennent. Tout est pas encore prêt de ce côté-là, mais on est content en tout cas de pouvoir se développer. ouais, C'est d'avoir ce qu'on le voulait temps faire. de le faire, parce C'est qu'on ça, était c'est vraiment ça, bloqués la dernière année sur ça, alors Tout qu'on à veut fait. le faire depuis un an. Donc, Surtout qu'encore une fois, c'est en plus du podcast qu'on fait tout ça. Donc bien évidemment, ça ne change rien au podcast. On garde le format de un épisode par semaine, et je trouve qu'on s'y tient vraiment bien. On a eu très peu de ratés finalement en depuis même le temps, début. On arrive bientôt sans épisode en travaille plus. plus, ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Donc franchement, c'est top. Et on espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est clair. T'aimerais parler un peu de nos élèves? Ouais, parce que franchement, il y a des belles négociations qui se font, il y a des beaux projets qui se signent, et ça, je suis vraiment content parce que C'est vrai que je les trouve vachement déter. Hein. Genre, ah, ils mais arrivent tous les sont deux. hyper rapides. Tous, Je pense qu'en moyenne, ils mettent entre 3 et 6 semaines pour trouver leur premier projet Ouais. immobilier.
ce qui est pas mal, sachant qu'on voit pas que la partie immobilière ensemble, on voit aussi la partie bourse, la partie crypto. Et par exemple, les premiers qu'on a commencé à accompagner maintenant il y a 4-5 mois sur la partie crypto, le marché était très cher. Je leur dis attention, c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Vous rentrez petit à petit sous forme de DSA. Enfin, j'étais très défensif sur l'approche que je leur donnais et visiblement j'ai eu raison parce que là le marché a pas mal corrigé, donc ça leur fait des excellents points d'entrée. Du coup, ils sont déjà en plus-value sur leur position. Ils ont bien compris. Beaucoup étaient pas du tout familiers avec les cryptos, ils ne connaissaient pas. Enfin, ils en avaient entendu parler sur une vidéo YouTube, mais sans plus. Là maintenant, ils ont compris comment on investissait, quelles étaient les bonnes stratégies, comment on arrivait à faire des choses sans trop se prendre la tête, sans trop prendre de risques. Et puis c'est surtout sur la partie IMO, ils hésitent, ils font des belles négos, ils trouvent des beaux projets à plus de 10% de renta, et ça c'est top. Que ce soit IMO, moi je trouve que c'est surtout mindset, franchement, parce que Julien gère les accompagnements, mais en fait, donc du coup on en parle tous les deux, moi j'y suis pas généralement, mais je trouve qu'au niveau du mindset, entre le premier rendez-vous et genre là, quand ils ont déjà 1 mois, 2 mois d'accompagnement derrière eux, waouh, j'aurais l'impression qu'ils cliquent et complètement. Et je vois des vrais changements. Alors des fois c'est marrant parce que je pense que eux-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est vrai qu'entre le premier call qu'on a fait et là par exemple un call qu'on va faire au bout de 2 mois et demi, ah ouais, c'est plus du tout la même façon de voir les choses, c'est plus du tout la même manière d'aborder l'argent, d'aborder l'investissement, d'aborder les projets et les efforts qui doivent être faits en face. Donc vraiment je suis super content. Comme j'aime bien le dire en rigolant, il y a que des numéros 10 dans notre team. Ouais, c'est clair. Passons au thème de l'épisode d'aujourd'hui, un épisode sur professionnaliser son immobilier. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est d'actu. Et de toute manière, tout le monde y est un peu confronté dès que vous achetez vos premiers lots. Vraiment, vous arrêtez pas au premier lot, sauf galère. Et je pense que c'est des conseils qui peuvent vraiment servir. Bah, ça peut être pas mal parce qu'encore une fois, c'est qu'est-ce qui fait la différence. C'est vrai que l'investissement IMO, bon, c'est quelque chose qui je dirais pas que c'est démocratisé, mais je veux dire, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui ont jamais entendu parler d'investissement IMO parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de gens qui bossent dedans, qui proposent des formations, de l'accompagnement, etc. Et des fois, même quand tu te lances, même avec des bonnes pratiques qui, par exemple, suffisaient il y a 5 ou 10 ans pour se lancer, trouver ses premières OP, ça peut parfois être compliqué aujourd'hui et je pense que se professionnaliser, c'est ce qui permet de faire une grosse différence par rapport aux autres parce qu'en réalité, beaucoup font ça un peu en amateur ou en débutant ou juste Non, mais en fait, c'est normal quand tu commences un projet et que tu connais pas trop, tu fais un peu avec les moyens du bord, tu vois. Exactement. Donc, et en réalité, plus vite vous allez vous professionnaliser, plus vite vous allez gérer ça comme un business et plus vite vous allez récolter des fruits positifs et vous allez surtout pouvoir accélérer. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut un peu tourner cet épisode-là pour vous donner un peu, toujours pareil, notre retour d'expérience et puis de ce qu'on voit aussi autour de nous, de ce qui marche, que ce soit quand tu contactes un agent immobilier, que tu contactes la banque. Donc ouais, ça va être un peu ce qu'on va aborder là dans ce sujet. Déjà, la première chose, je dirais, c'est d'avoir des bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, ça commence avec une vision claire. On avait déjà fait un épisode sur ça, je crois. C'était se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, tout à fait. On vous invite à l'écouter. Oui. Alors là, c'est on va pas refaire l'épisode en entier dessus, mais grosso modo, encore une fois, c'est toujours pareil quand vous vous lancez dans ce genre de projet. De l'immobilier, c'est du travail, ça est de l'investissement sur le long terme. Il y a toujours la question à faire, c'est pourquoi vous investissez. Votre pourquoi est super important. Est-ce que c'est du complément de revenus? Est-ce que vous voulez une liberté financière à terme? Est-ce que c'est juste d'augmenter votre patrimoine? Pourquoi je viens de dire que c'est important, c'est que quand vous passez par des moments un peu de doute, de problèmes, comme nous on a de manière ponctuelle, ça vous évite en fait de baisser les bras ou de laisser les choses s'empirer. En fait, généralement, vous vous rappelez que c'est parce que vous avez un objectif et qu'il vous tient à cœur et qu'il est important que on se ressaisit, on se dit bon, c'est pas grave, on trouve une solution et on essaie de résoudre le problème. Tout à fait, c'est aussi on le dit aussi pour se trouver des arguments quand notamment vous devez mettre votre ego de côté. Ça peut malheureusement arriver, il y a des moments où, comme nous par exemple avec l'entreprise de travaux dont on vous parlait en intro, on pourrait se dire ouais c'est bon, on a envie de perdre notre calme. On va aller au tribunal, on va leur régler leur compte, etc. Et le problème c'est que en réalité il faut réfléchir à pourquoi on le fait. On le fait pour avoir une opération, pour avoir du cash flow, pour avoir des revenus passifs. Qu'est-ce qu'on veut que ce
ce soit fini le plus vite possible. Du coup, il faut refixer en face de ces objectifs les meilleures stratégies à prendre et les meilleures actions à faire et pas tomber à côté sur parfois se disperser en allant justement vouloir aller dans une vengeance ou dans une vindicte, peu importe quelle est. Pareil sur des locataires, nous il y a des locataires avec qui ça s'est mal fini, sur lequel on a des fois l'impression d'avoir perdu un peu de thunes et à un moment donné on se disait soit on se battait, soit on allait faire un procès, etc. Soit on laissait juste tomber, on relouait notre bien le plus vite possible et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, vous en serez grandi, je pense, de ce genre de décision, parce que vous allez voir qu'on progresse vachement d'un point de vue humain, d'un point de vue de management, d'une manière générale de la vie. C'est un peu bizarre de dire Oui. ça, mais la gestion des relations aux autres, la gestion de ses propres émotions. Et vous en sortez forcément grandi d'une manière ou d'une autre. Complètement. Et toujours, c'est quelque chose qui est important, même si je pense que c'est peut-être un des points mindset qui est le plus dur parce que ça va vous mettre des années avant d'arriver à ce point-là. Mais en réalité, vous devez être un investisseur avec énormément de sang-froid. Vous devez être un Ou de bloc de résilience, pierre. je sais pas, ouais. Vous ne devez avoir aucune émotion, aucun sentiment dans l'investissement. Il n'y a que des chiffres et des raisonnements pragmatiques qui doivent dominer. Alors, c'est facile de le dire, c'est plus compliqué dans les faits parce que même moi, qui essaie de m'appliquer ça, des fois ça m'énerve, des fois ça me met en colère quand Ça ça lui se passe. chauffe la tête. Exactement, ça me chauffe la tête quand des fois ça se passe pas comme prévu, mais pour autant, voilà, quand il y a des décisions qui sont prises, je mets toujours mes émotions de côté. Le but c'est d'arriver, encore une fois, le pourquoi que je vous disais juste avant, c'est celui-là qui doit dicter la stratégie que je vais employer et pas mes émotions, mes sentiments ou mes idées à l'instant T. C'est clair. Je pense qu'aussi il y a une espèce d'organisation qu'il faut avoir et je pense qu'il faut l'avoir assez tôt, même que ce soit avec 1 lot, 5 lots, 10 lots. Je pense que c'est bien de l'avoir, même si ça paraît gérable. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, on sait plus. On avait, là aussi, encore une fois, on avait déjà fait un épisode sur comment s'organiser. Celui-là, il est plutôt récent, je crois. C'était il y a 2-3 mois, je pense. Oui. Un truc comme ça. Et mettez sur papier, ordinateur, on n'est plus des boomers, mais mettez sur ordi vos loyers, votre patrimoine, une organisation claire qui vous permet d'avoir une vision. Nous, je sais qu'on a un tableau de patrimoine, on a un tableau des problèmes aussi. Oui. On a un tableau des loyers. Bon, après, il y a les On a comptas des qui tombent. dossiers Mais... de suivi des locataires, des dossiers où on range les documents, où on range les baux signés, où on a nos templates pour les baux, des dossiers où on a tous nos éléments en comptabilité, y compris quand des fois on n'a pas les factures. Ça peut même moi m'arriver si à l'instant T j'ai pas une facture qu'elle doit m'être envoyée, si je veux ne pas oublier d'un jour la demander et de la prévoir pour le bilan annuel, je me crée un sous-dossier, je mets le nom de la facture avec le montant. Ça me permet de m'en souvenir. Vraiment, il faut être le plus rigoureux là-dessus et ça demande d'être très organisé et entre guillemets votre bilan comptable que vous faites chaque année pour votre immobilier, que ce soit sous un statut LMNP, revenu foncier, SCI, peu importe, il faut que ce soit vraiment carré, que ce soit un moment où ça vous prend au max une petite après-midi et pas où vous y passez une semaine parce que les choses doivent être organisées en amont. Là aussi, moi, je me rends compte, nous, c'était un peu notre erreur, et que là, on est du coup en train de le mettre en place parce qu'au bout d'un moment, on va devoir déléguer, justement, faire quelque chose qui est délégable. Les numéros de téléphone, ils étaient réparpillés entre toi et moi. Il y avait des locataires, moi je n'avais même pas les noms parce que c'est toi qui les gérais. Le montant des loyers, Julien il check souvent les loyers. Il y avait des loyers, je connaissais même pas le montant. Enfin, c'est des choses comme ça où en fait si quelqu'un tombe dedans, parce que c'est ce qu'on a voulu faire, c'est déléguer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait rien pour déléguer. Ouais. C'est-à-dire que tout était vissé entre toi et moi et qu'il a fallu remettre les trucs à plat, refaire des fichiers, créer une adresse mail. C'est trop bizarre, mais c'était nos adresses mail perso. Complètement. Puis en plus, on avait un peu la tête dans le guidon et on s'était dit, tu vois, un truc bête, mais c'est vrai que des fois, moi, ça m'arrivait de me dire, putain, imagine, du jour au lendemain, je meurs, t'es pas dans la merde pour récupérer les loyers, recontacter les locataires, retrouver les informations, etc. Et c'est pour ça que ça aussi, c'est une certaine logique de s'organiser que, je sais pas, si un jour il y a un problème, au moins vos ayants droit peuvent récupérer leur dû, quoi. Non, mais surtout que on a des potes, ils ont acheté un immeuble, mais je pense que ça fait 1 an et demi maintenant qu'ils sont sur l'immeuble. Et c'est vrai qu'à l'époque, notre pote, il avait créé, en gros, son nom de famille, .immobilier comme adresse mail. C'était un peu foutu de sa gueule. En fait, il avait raison. Parce qu'au final, tout est centralisé là-dessus et il gère que l'immo par là-dessus. Donc, c'était une bête d'idée. Ouais.
Mais elle coule pas, Alex. Ça aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai réfléchi la dernière fois, qu'on n'a pas encore fait, qu'on pourrait faire. Mais par exemple, quand on veut comme ça stocker des factures ou stocker des mails, Ça, c'est etc. chaud parce que ça vient par papier, ça vient par mail, ça vient par Ouais, téléphone. je me t'ai dit, tu vois, les mails, ce qu'on pourrait faire, c'est se créer une adresse mail dédiée, par exemple, pour la comptabilité. Et dès qu'on reçoit des mails en rapport avec la comptabilité, les déclarations, on forward tout sur l'adresse mail. Mais Julien, ta femme, tu redistribues chaque fois les mails où il y a facture et moi, je les classe dans un dossier. Ouais, mais bon, ça pourrait être aussi une solution. Au lieu de spammer ta boîte mail qui est déjà plus que remplie. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Des types d'organisation qu'il faut avoir et qu'il faut mettre tôt parce que sinon, par exemple, arriver au bilan, enfin, moi, je fais les comptas, mais en fait, je le sais très bien avec les clients comment ça se passe. Retrouver des trucs qui datent d'il y a plus d'un an, c'est compliqué. Retrouver quelle facture on a fait débloquer par prêt qui a été payée par la banque par soi, c'est super chiant. Donc en fait, faites-le au fur et à mesure parce que vous allez perdre un temps monstre à la fin. Complètement. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels. Nous, je sais qu'on l'a pas fait parce que finalement moi Excel, etc. Je maîtrise bien, j'aime bien. Mais c'est vrai que vous avez Notion, vous avez Rantila, vous avez Lokimo, il y a Calimo aussi. Ouais. Vous avez plusieurs logiciels. On les a vite fait tester. C'est toujours pareil. Vous avez des avantages, des inconvénients. Le coût en général, il est c'est jamais des logiciels qui sont très chers. C'est plutôt efficace. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des logiciels. Il vaut mieux que vous commenciez dessus. Par exemple, on s'était posé la question de passer dessus. Le problème, c'est qu'en fait, ça nous aurait pris beaucoup de temps de tout rebasculer dessus et on s'est dit, on sait pas si finalement ça va être rentable en termes de temps de faire ça, mais c'est vrai que c'est des choses que vous pourrez faire et même si des fois on se dit, ah oui, tout de suite c'est un abonnement, 5-10 euros par mois, etc. En réalité, si vous voulez faire beaucoup d'IMO, vous allez vite l'amortir. Il y a également standardiser les échanges avec les locataires. Ça aussi, on essaie de le faire. Oui, et ça, on l'a pas fait assez tôt, je pense. Oui. Parce que du coup, on les gère en direct et en fait, du coup, là, on fait une petite stratégie, c'est que c'est moi qui reprends, parce que Julien avait beaucoup de locataires en gestion directe, c'est moi qui les reprends et c'est vrai que ils abusent beaucoup moins quand c'est pas le locataire, quand c'est pas le propriétaire, oui. pardon. Oui, parce que ça, on vous l'a toujours dit, le fait qu'on soit un peu jeune, etc. Plus moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des bonnes relations, donc bon, même si à un moment donné, je sais dire stop quand ça déborde, et ça, je le dis toujours très vite aux locataires, mais de manière générale, je suis sympathique. Alors forcément, quand vous avez quelqu'un de sympathique, c'est plus facile d'essayer de lui négocier toujours des petits trucs, etc. Et là maintenant, en fait, on met un tiers virtuel dans la boucle, plus quelqu'un avec qui on va essayer de déléguer aussi petit à petit, et ça permet justement de créer une nouvelle distance avec les locataires et d'améliorer un petit peu tout ça, de justement avoir moins de demandes et puis surtout quand il y a des demandes, elles sont centralisées et puis on établit aussi une règle en termes de réponse parce que là, ce qui se passe c'est que quand vous avez le locataire en direct, s'ils ont besoin un mail le samedi soir, ça t'envoie une réponse tout de suite ou le dimanche, alors que quand c'est une adresse mail dédiée qui pense que c'est un vrai gestionnaire qui travaille du lundi au vendredi, il s'habitue à n'avoir des réponses que la semaine. Moi gestionnaire virtuel ne travaille pas les week-ends. Exactement. Quand c'est envoyé le vendredi soir, je le répondrai le lundi matin. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est important. Ça on l'a déjà dit aussi, c'est construire un réseau solide et fiable. Mais ça on l'a déjà dit plein de fois dans l'IMO, c'est toujours utile. Gardez votre petit carnet de bons artisans, de bons banquiers, de bons agents IMO. Ça peut vachement vous aider. Et là, ça va être super important, encore une fois, dans le but de se professionnaliser, la communication avec justement vos partenaires d'affaires, que ce soit les banquiers, les agents immobiliers, les artisans, notaires, comptables, fiscalistes, voilà, c'est tous ces métiers avec qui vous devez parler de manière extrêmement professionnelle et en fait, il faut que quand vous les ayez en face dans vos échanges, ils aient pas l'impression d'avoir un peu un investisseur particulier ou débutant, mais il faut qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir un autre chef d'entreprise en face d'eux qui gère ça d'une main de fer et de manière très professionnelle. Je pense que aussi faut rendre la chose agréable de travailler avec vous. Je sais pas si ça se dit, mais par exemple moi moins, mais Julien est très très réactif et je pense que ça fait partie des choses qui sont agréables quand on a quelqu'un de réactif qui répond dans le sujet et de manière avec une consistance. Ça rend tout de suite les échanges plus professionnels et ça peut vous aider. Complètement. Et c'est là que vous allez vous différencier. C'est que par exemple, quand vous allez voir le banquier, allez avec un dossier bancaire qui soit complet. Quand vous avez des échanges avec des agents immobiliers, si vous faites une visite, vous leur faites toujours un retour, même s'il est négatif. Ça peut arriver. Un agent immobilier, il va pas se vexer loin de là s'il a passé du temps à vous faire visiter un bien et que vous lui faites pas de retour, que vous ne faites pas d'offre en fait. En réalité, il préfère que vous lui disiez, écoutez, je préfère pas me positionner parce qu'en fait, il y a tel ou tel défaut et c'est même pas une question de prix, c'est une question que je veux pas acheter un bien avec
avec ce type de défaut. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, on m'a fait visiter des beaux immeubles qui étaient plutôt en bon état, qui étaient à 10% de renta. Le problème, c'était les locataires à l'intérieur. Vraiment, la qualité des locataires, c'était pas possible. On n'avait pas envie de repartir encore sur un an et demi d'emmerde avec des mauvais locataires. Du coup, j'ai dit simplement à l'agent immobilier, je dis écoutez, c'est rentable, je pourrais vous faire une offre, mais le problème, c'est que j'ai pas envie d'acheter ce bien parce que il y a trop de locataires dedans avec qui je vais avoir des problèmes. Donc, je préfère passer mon tour. Mais si vous avez d'autres biens, ça peut tout à fait m'intéresser. Et là, tout de suite, l'agent immobilier, il vous voit comme quelqu'un de professionnel. En fait, il se dit pas, ah non, il m'a pas fait de retour parce qu'en fait, il sait pas ce qu'il veut, parce qu'en fait, il est venu faire du tourisme immobilier pour voir un bien, mais en réalité, son projet était pas suffisamment mature. Non, en fait, là, il comprend que vous êtes venu, vous êtes déplacé. Certes, lui vous a donné du temps, mais vous lui en avez donné aussi de venir voir le bien qu'il vous proposait. Maintenant, ça matche pas, c'est pas ce que vous cherchez, c'est pas grave, mais vous lui expliquez, et en plus, lui, ça l'aide que si probablement il a un autre bien qui peut vous intéresser, ben au moins, cette fois, il saura concrètement si vous appelle ou si vous appelle pas. C'est un peu pareil, ça c'est souvent difficile. Ça par exemple, ça a été un peu notre défaut au début, on a mis un peu de temps à le comprendre, et en plus c'était pas notre monde, c'était pas notre métier, c'était là où on avait le moins de connaissances, c'était les artisans et les travaux. Oui. Et quand on demandait un devis à un artisan, en réalité on laissait l'artisan faire le devis qu'il voulait, et en fait on disait bah oui, vas-y, faites-nous une salle de bain, et le problème c'est que l'artisan était là, je sais pas ce que vous voulez comme salle de bain, douche, baignoire, Faut WC. être précis avec eux parce que sinon, Exactement, WC suspendu, carrelage, faïence, enfin il fallait exactement leur dire. Et je sais que maintenant, quand je fais un devis à un artisan, je lui dis concrètement ce que je veux, je lui dis en quel matériau, en quelle gamme, que ce soit du bonne gamme, moyenne gamme, etc. Et ça permet vraiment que l'artisan, il sache concrètement ce qu'il va m'envoyer en termes de prix. Et du coup, on a plus de chances d'avoir vraiment un devis qui est en adéquation avec ce qu'on veut. Et lui gagne du temps. En plus, il se dit qu'on est professionnel et que s'il nous fait un bon devis, qu'il est compétitif sur ses prix, il y a de grandes chances qu'on dise oui. Alors que si au contraire, on lui laisse un peu faire, il va douter, il va mettre des prix un peu élevés dans le doute en se disant on verra si jamais ça passe, ça me fait un chantier très rentable, sinon tant pis, c'est qu'ils sont peut-être pas suffisamment intéressés. mais aussi ça évite les problèmes de communication, par exemple des artisans qui, nous on pensait que ça serait géré. Oui. En fait, ça l'est pas. Et du coup, nous on est là, si, c'était à vous de le mettre. Enfin, tu vois, lui il a l'impression qu'on gratte et nous on était là, l'impression qu'il nous arnaque. Ouais. Et ça, forcément, ça fait des relations Compliqué. compliquées Et c'est pour ça que c'est mieux, ouais, comme tu dis. Vas-y, je t'ai coupé. oui, ça fait des relations compliquées et en fait, à la fin, c'est pas que c'est laborieux, mais quasiment parce que du coup, tout le monde est un peu à cran. Personne ne veut lâcher de nous. Tu sais, nous, on veut pas payer plus. Eux, ils veulent pas faire plus. Et alors qu'en fait, ça aurait pu être évité en amont si tout est clair dès le départ. Complètement, et ça c'est important de bien être précis, y compris sur vos demandes de devis. Vous avez également les relations avec tout ce qui est profession un peu du droit et des chiffres, notaire, comptable, fiscaliste aussi. Avec eux, il faut être très professionnel. Ils vous Soyez demandent des gentil avec votre documents. comptable. Là, c'est le métier qui parle. Non, ça, mais c'est- parce qu'en fait, j'avais plein de clients qui me parlaient d'une manière comme de la merde parce que c'est papier et que Ouais. c'est pas important et machin. Et après, ils me disaient, ouais, vous répondez pas au téléphone, vous me faites que des mails. Bah oui, parce qu'en fait, t'es relou. T'es relou, t'es désagréable, j'ai pas envie de t'avoir au téléphone. Donc, avec toi, c'est que par mail, tu vois. Et vraiment, soyez gentil avec votre comptable, c'est un métier de merde, faut être sympa. Complètement. Et puis encore une fois, soyez le sérieux, la réactivité que tu parlais juste avant, Ouais. mais ça marche aussi avec ces professions-là. Ils vous demandent un document, vous l'envoyez, et du coup, ça permet que ça fluidifie pas mal les échanges et que eux se disent c'est un dossier qui est facile sur lequel j'aime bien travailler. Il y a également, au début, vous allez un peu tâtonner, vous allez peut-être changer plusieurs fois d'artisan, plusieurs fois de banquier, plusieurs fois d'agent immobilier ou de notaire. Quand vous trouvez des prestataires de confiance, parfois même si c'est pas forcément les moins chers, c'est bien de les garder, parce que nous aussi avec le temps, forcément on essaie d'avoir le max de rentabilité, on a toujours tendance à aller vers le moins cher. On s'est rendu compte que des fois le moins cher, c'est même pas qu'une question de qualité, c'est surtout des fois une question de temps. Par exemple, on va pas se mentir, entre deux artisans qui vont par exemple nous refaire une salle de bain, en réalité entre le moins cher et celui qui est un peu plus cher, c'est pas, on n'a pas l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire sur la qualité de la salle de bain, parce qu'en réalité de toute façon ça reste de la loc, il va y avoir une certaine usure sur celle-ci, donc c'est pas tellement ça qu'on a remarqué que c'était vraiment une grosse différence. La grosse différence, c'est que des fois l'artisan qui est vraiment pas cher, il a beaucoup de chantiers, donc entre guillemets il va mettre, je sais pas moi, 2-3 mois à vous faire la salle de bain, alors que celui qui est un petit peu plus cher, ça sera peut-être un poil mieux, mais c'est pas vraiment ça qui fera la différence. C'est que lui, comme il est un poil plus cher, il a moins de chantiers, et du coup il va pouvoir vous le faire dans les 2 semaines. Et ça aussi, ça fait une certaine différence, parce que en réalité, la première donnée sur votre rentabilité quand vous êtes investisseur, c'est le temps. Et des bons prestataires, pour moi, c'est avant tout des prestataires qui sont réactifs et qui sont prêts à vous accorder du temps rapidement. C'est clair. Punaise, ça c'est savoir gérer les conflits. Ça c'est dur aussi en vrai. Avec les locataires, j'entends.
Oui. On avait fait un épisode aussi dessus, mais celui-là, il remonte déjà à 1 an, je crois, 1 an et demi. Bah tu vois, et en plus dans les conflits, il va y avoir beaucoup de négociations en soi avec ses interlocuteurs et ben pour moi les locataires, pour éviter les conflits, encore une fois, faut être professionnel, c'est-à-dire qu'il faut jamais être énervé, faut toujours être très courtois et garder une certaine distance. Moi, je mets toujours des bonnes journées cordialement à la fin des. Le vouvoiement est obligatoire. Il y a toujours des bonnes journées cordialement à la fin des SMS, à la fin des mails. Quand on reparlait un peu avant de créer une adresse mail dédiée, ben voilà, ça permet de mettre une certaine distance et que il n'est pas tendance à trop tirer sur la corde. Ça veut dire aussi que vous remplissez vos obligations et que vous essayez d'être suffisamment réactif. Par exemple, moi, quand j'ai un locataire qui a un problème, on envoie tout de suite un artisan. Après, bon, l'artisan, il peut pas être là dans l'heure, mais bon, on juge aussi en fonction de l'urgence. C'est sûr que s'il y avait une fuite d'eau, on ferait passer le plombier dans la journée. Maintenant, si c'est juste parce que la prise au fond de la chambre elle fonctionne plus, bon, l'électricien il passera dans la semaine, c'est pas non plus il y a pas le feu au lac. Donc on essaie de jauger, mais ça permet en plus que comme on est réactif, en face le locataire il peut pas nous reprocher qu'entre guillemets on ne s'occupe pas bien du logement ou qu'on ne respecte pas nos engagements de bailleur en tant que garantie d'utilisation du bien. Donc ça c'est des choses importantes et je pense que quand ça commence à trop se tendre avec un locataire, encore une fois, utiliser un tiers pour la gestion, ça peut avoir un intérêt parce que ça peut permettre de remettre de la fluidité dans la communication ou encore une fois, comme on vous le disait plus haut, sortir ses émotions, sortir ses sentiments des échanges avec les locataires, même si ça fait mal à l'ego, et toujours se souvenir qu'il faut être pragmatique et que le but c'est que vous avez payé de votre loyer ou que le locataire s'en aille. Voilà, c'est vraiment ça à retenir. Avec banquier et autres, là ça va être un peu différent. Des fois dans la négociation, le but c'est que la personne ait passé un bon moment avec vous. Donc pour moi, il faut pas rentrer en conflit avec ce type de partenaire, sinon ça veut dire que soit ils vous financeront pas le projet, soit ils financeront pas le prochain. Donc quand vous essayez de négocier, essayez toujours d'aller sur les points qui sont entre guillemets facile pour lui, et si vous sentez que quand vous demandez un point, par exemple, il y a un bon exemple que je donne, c'est souvent les indemnités de remboursement anticipé sur un prêt, tu vois, ça c'est le genre de truc, tu peux le demander à ton banquier si tu peux être exonéré. S'il te dit non, ça sert à rien de se bagarrer, c'est probablement qu'il peut pas le faire parce que moi j'étais à sa place, si tu peux le faire, tu le fais, tu vois. Ouais, ok, ouais. Bah aussi, nous on essaye toujours d'avoir ça un peu en tête, c'est que quand on vient avec un banquier, etc., faut qu'il ait aussi un intérêt. On est ok de lui prendre une assurance, on est ok de transférer, je sais pas, un contrat chez lui. Et ça, direct aussi, ça lui fait ses chiffres. Nous, on a notre prêt, tout le monde est content. Et ça, c'est bien de l'anticiper aussi un petit peu, je pense. D'avoir quelques cartes dans sa manche. Je suis d'accord là-dessus. Après, par exemple, les conseils que je peux vous donner avec vos relations avec vos artisans, eux aussi, des fois, c'est un mélange entre de la négociation et des fois, malheureusement, on peut avoir des conflits. De manière générale, moi, j'aime pas les retards. Je garde toujours une pareil. En fait. Les retards, c'est souvent du perte d'argent sur vos chantiers. Et justement, on est bien placé pour en avoir un peu fait les frais dans la dernière année. Mais quoi qu'il arrive, essayez toujours de rester courtois avec eux. Les prendre de haut, ça peut que vous amener des problèmes dans les échanges que vous allez avoir avec eux. Tu recommandes de passer sur les chantiers ou pas ? Ah, bien évidemment, mais en fait c'est toujours pareil, la confiance n'exclut pas le contrôle, et je pense qu'au contraire l'artisan, il aime bien montrer généralement. Exactement, s'il est honnête, il sera content que vous passissiez sur le chantier. Ouais, il aime bien vous montrer ce qu'il a fait, comment il a avancé, tout Exactement, ça. Voir s'il a eu un problème, qu'il l'a géré tout seul, et ça permettra que vous le remerciez, qu'il se sente considéré, etc. Et également sur les paiements. Soyez, par exemple, un artisan qui vous a bien fait un chantier, etc. Dès que c'est fini, on paye. Voilà, c'est ça. Moi, en général, souvent, on a eu des artisans qui ont toujours été étonnés, c'est-à-dire qu'en général, quand ils ont fini le chantier et que le truc est bien fait, ils nous envoient leur facture dans la journée, ils sont payés. Alors bon, on exagère un petit peu, il n'y a pas besoin de les payer dans la journée, mais c'est fou, à chaque fois, ils disent merci, et nous, on est là, c'est normal. Ouais, c'est ça, mais voilà, vous les payez dans les 48 heures, le mec, il sait qu'il a pas besoin de vous relancer, et en fait, vous n'imaginez pas les points que vous gagnez avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, l'artisan, faut bien voir que la plupart des gens, c'est comme vous avec vos locataires, etc. Faut souvent relancer des fois pour être un peu payé. Et tout le monde déteste relancer pour des problèmes d'argent, etc. Parce qu'en fait, quand vous avez fait une facture, vous estimez que vous devez recevoir le virement, ce qui est un peu vrai. Et en réalité, quand vous le payez immédiatement, il se dit oula, en fait, eux, ça veut dire que je travaille avec eux, je sais que je suis payé, que j'ai pas besoin de les relancer, qu'entre guillemets, ils vont me prendre le moins de temps possible. Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'il travaille avec vous, probablement, s'il peut vous arranger sur le prix, il le fera. Et c'est surtout que par exemple, si vous avez
avez une urgence, vous avez besoin d'un artisan pour un problème dans un appart ou quoi, ça veut dire que votre artisan, si vous l'appelez, il se souviendra que vous avez été très correct avec lui, que le chantier s'est bien passé, que vous avez été courtois, que vous l'avez payé en temps et en heure le montant demandé. Il va vous prioriser par rapport à ses autres clients. Et là, c'est comme ça en fait que vous vous professionnalisez, que vous trouvez des prestataires de confiance et des gens que vous savez que vous pouvez compter sur eux, et que en échange, ils savent que vous êtes carré, que vous êtes pro et que vous les payez en temps et en heure, parce que voilà, c'est leur métier, c'est de ça qu'ils vivent et c'est ça qui est important pour eux. Après, là, on va un peu parler de structurer ses projets, surtout anticiper la croissance, parce que je pense que gérer un lot, c'est pas la même que gérer 50. On y arrive comme ça, je sais, au bout d'un moment, on est, oh, bah, on a 50. Non, c'est pas vrai. Marine dort plus la nuit pour le gérer. C'est faux, mais c'est vrai que la question de la délégation, nous, elle se pose plutôt tard, je pense, par rapport à la plupart des gens. Déjà, quand est-ce qu'elle se pose? À 5 lots, à 10 lots, en fait, je pense que ça dépend de chacun et de sa capacité. Ouais, alors là, c'est peut-être là où on a appris et où c'est pas simple, c'est qu'en général, je pense que la délégation doit se poser dès le début. Alors c'est compliqué parce que nous, on est dans la team, c'est jamais aussi bien fait que par soi-même. Donc c'est dur parce que quand vous allez déléguer, forcément, il y a des choses qui vont perdre un petit peu en qualité. Donc je pense que dans ce que vous devez garder à votre main, il y a les choses les plus importantes. Donc par exemple, je sais pas, typiquement payer les artisans, par exemple, c'est quelque chose que c'est vous dont vous devez garder la main. Ça doit pas être délégué à quelqu'un. Par exemple, il y a une agence immobilière, qu'elle fait intervenir un artisan, ça doit être votre artisan et ça doit être vous qui le payez et pas l'agence immobilière, par exemple. Ça, c'est le type de détails qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire aussi que vous gardez la main à la fois sur le prix et sur la qualité de ce qui est fait. Maintenant, par exemple, pour gérer les échanges avec les locataires, les histoires de papier, envoyer des quittances, ce genre de choses, si vous voulez le déléguer parce que vous n'aimez pas ça, que vous trouvez que ça prend du temps, c'est les genres de choses où même si par exemple votre locataire, quand il envoie un mail, il met une semaine à recevoir sa quittance, c'est pas très grave, alors que peut-être vous aviez l'habitude de lui envoyer dans la journée. Je pense qu'il y a chacun ses appétences aussi, tu vois, il y en a, ils vont gagner de la valeur sur faire les travaux eux-mêmes, etc. Mais par exemple, une allergie administrative, ils préféreront le déléguer parce qu'en fait, ça prend trop de temps et au niveau enfin, moi, je vois toujours ça comme ça, votre temps, en soi, vous le facturez pas, mais il faut quand même voir qu'il a une certaine valeur. Effectivement, si vous passez 3 jours sur votre compta, déléguez-le, hein, parce que, au final, ça vous coûtera moins cher en temps, donc la valeur que vous attribuez à cette tâche-là, plutôt que de payer un comptable pour le faire. Pareil au niveau des travaux, nous on n'est pas les rois des travaux, même si on arrive à faire de plus en plus de choses. Mais voilà, il y a des choses, par exemple, ils ont monté des cloisons, nous on sait pas faire, ça sert à rien qu'on apprenne. En fait, vaut mieux payer quelqu'un. Oui, c'est ça. En fait, c'est effectivement comme tu dis, c'est pas compliqué de monter une cloison, mais voilà, on n'a jamais fait, on pourrait apprendre, mais le problème c'est que si on apprend, en réalité, ça va nous prendre tellement de temps à faire et en plus probablement que le premier rendu sera pas incroyable. Ce sera pas fou. Ouais. Qu'au final, autant payer un artisan pour le faire, notre temps est mieux investi ailleurs. C'est ça. Peut-être créer des process répétables aussi, je pense. Comment est-ce qu'on répond? Qui on sélectionne? Comment est-ce qu'on fait les visites? Combien de personnes on prévoit pour les visites? Le process, par exemple, quitte à se faire une petite liste, par exemple, c'est vrai que nous on n'est jamais venu à la petite liste parce que on fait souvent des points réguliers en fait ensemble sur les choses à faire, mais par exemple, ok, quelle est l'étape? Vous avez visité un bien, vous avez fait une offre, ok, maintenant relation avec les notaires, ok, on prévoit la signature du compromis, le compromis va se signer, ok, on a déjà prévu le rendez-vous avec la banque, ok, on a eu notre prêt, on est en train de prévoir le rendez-vous de signature du bien où on sera propriétaire, ok, il faut déjà prévoir l'assurance PNO, prévoir mettre les annonces ou alors prendre rendez-vous avec l'artisan pour démarrer le chantier. Voilà, c'est toujours dans votre process, c'est toujours préparer l'étape d'après et faire en sorte qu'il y ait vraiment une fluidité et que vous perdiez le moins de temps possible. C'est ça vraiment le but, c'est de gagner du temps parce que ça va à la fois vous faire gagner du temps pour vous dans votre vie de tous les jours, de pas toujours avoir l'impression de courir après ce qu'il y a à faire pour vos investissements. Ça c'est super désagréable en plus d'avoir toujours l'impression d'être à la bourre ou tu sais de pas gérer les tâches qui auraient dû être gérées déjà depuis quelques semaines ou quelques jours. C'est vrai que ça c'est quand même un luxe de l'anticiper, vous serez moins stressé en fait tout simplement. Tout à fait. Et après, il va y avoir aussi un moment donné, vous allez devoir gérer cette transition entre l'investisseur amateur et l'investisseur structuré. Et ça va passer aussi par se demander, est-ce que vous gardez exactement la même stratégie? Par exemple, vous avez commencé à acheter des appartements T2. Est-ce que vous achetez que des appartements T2 ouais. Ou à l'inverse, est-ce que vous allez commencer à changer un peu vos types d'investissement, vous diversifier, peut-être faire une colocation, acheter un immeuble, acheter du local commercial. Enfin bref, qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Et c'est là où vous allez devoir vous poser un petit peu la question de
comment je fais, est-ce que je commence à optimiser mon patrimoine, est-ce que je revends un bien? Et c'est là où quand vous parlez de stratégie, c'est des choses à prévoir en amont. Et par exemple, nous, on a passé un peu de temps là. On a discuté il y a pas longtemps. Il y a peu de temps, dit, effectivement, on a fait notre plan de vente des futurs biens. C'est-à-dire que là, sur les 3 ans qui arrivent, on sait déjà quel bien on va vendre. Parce que c'est normal, quand on a un patrimoine important, il y a un moment donné, c'est nécessaire d'arbitrer pour récupérer du cash, pour repartir sur d'autres OP. Donc c'est des choses qu'on a déjà commencé à prévoir. Parce que ça se prévoit dans le temps long. Parce que vendre un bien, faut que le locataire soit parti, faut éventuellement refaire des petits travaux, faut le mettre en vente, ça prend 1 an. C'est 1 an et demi à l'avance que vous devez prévoir de vendre un bien, minimum. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui s'anticipent et d'avoir son plan qui est comme ça préparé sur le long terme, ça permet plein de choses. Ça permet que vous puissiez anticiper votre trésorerie, que vous puissiez anticiper un éventuel passage en société, de préparer votre fiscalité. J'allais dire la fiscalité, ça s'anticipe un petit peu aussi. Voilà, si vous êtes en revenu foncier, vous allez vite cracher beaucoup. C'est ça qu'on déconseille toujours le revenu ouais, mais foncier. quand quelqu'un qui sait pas trop, bon, tu sais, tu peux, tu peux. Hein. Effectivement. Et ça vous permet aussi, quitte là encore une fois un petit truc d'autonomie. Alors je sais que c'est des fois un peu embêtant, mais essayez de garder son dossier bancaire le plus à jour possible. Si vous savez que vous êtes dans une période où vous allez aller voir souvent la banque, en fait faites ce petit effort. Quand moi par exemple, je sais pas, on reçoit notre avis d'impôt annuel, je sais que je le télécharge, je le mets dans un sous-dossier. Comme ça, je sais que quand je dois donner un dossier à la banque, il est déjà prêt quelque part et je le trouve facilement. Ça m'évite de passer 3 heures à rechercher et de bien m'agacer pour aller récupérer tous les papiers nécessaires. Donc voilà, c'est des petits détails où il faut vraiment que vous essayiez d'anticiper au mieux les choses et c'est comme ça qu'en réalité vous serez professionnel dans votre approche de l'investissement immobilier et c'est comme ça que vous irez loin et c'est comme ça que vous arriverez à gérer beaucoup d'opérations, beaucoup de lots tout en ayant également votre vie privée à côté, voire votre vie professionnelle dans votre autre métier. Je pense que l'IMO, ça doit pas être un fardeau. Je pense que ça allait quand on est vraiment désorganisé et que tout nous dépasse. Et en fait, tu peux vite être dépassé des travaux qui se passent pas bien, les impôts au cul. Enfin, il y a plein de trucs où tu peux vite être dépassé. Et anticiper tout ça, je vous assure que c'est un stress en moins. Tout à fait. Une charge mentale en moins. Je sais pas comment dire en fait. Voilà, on sait que c'est géré. Normalement, le plan il découle tout seul. Il y a 2-3 des fois éventualités, mais en fait c'est toujours moins grave que s'il y a un paquebot à gérer, tu vois. Tout à fait. Vraiment, vous n'imaginez pas la différence que ça fait dans votre investissement quand vraiment vous gérez ça comme un business, comme une entreprise. Je pense que ça donne plus envie aussi. De un, ça donne plus envie, ça responsabilise beaucoup plus et puis vraiment, ça fait une énorme différence dans votre gestion, dans le temps que vous allez économiser, dans l'énergie que vous allez économiser, dans l'argent que vous allez économiser aussi. Enfin, vraiment, c'est ça qui fera que vous seriez entre guillemets, un investisseur qui va avoir un grand parc immobilier ou est-ce que vous allez rester sur 2-3 biens. Je pense que c'est surtout la professionnalisation qui fera la différence. On a fait pas mal d'épisodes sur ce sujet. Si vous redescendez un petit peu, gérer les locataires, je sais plus ce qu'on avait fait. Là, c'était un peu la synthèse de l'arc sur comment faire plus d'immobilier, en tout cas arriver à des gros montants de patrimoine et à des gros parcs. Et après, y a plus qu'à. T'avais autre chose à dire sur le sujet? Non, je pense qu'on arrive au bout. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes, à nous faire un petit commentaire et à nous retrouver du coup sur la flouserie à partir de la semaine prochaine. On sera content de Exactement, pour des publications de réels et autres. C'est ça. On va partager l'ImoDream, ça va être génial. Ça va être top. On va essayer de faire plus de stories. Ça vous permettra aussi peut-être de suivre un peu plus aujourd'hui quand on a un peu plus de temps. Donc on essaie d'y penser un peu plus, de filmer quand on a des choses en rapport avec l'IMO, en rapport avec nos entreprises, etc. Donc on essaiera de mettre un peu plus ça en story. Et puis si vous voulez nous suivre de manière un peu plus quotidienne, ça sera sur ce compte-là. Sachant qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il nous arrive des dingueries. Genre déjà hier, on a eu un locataire qui a toqué. Alors c'est pas chez nous, mais quelqu'un de proche. Et on s'est dit mais c'est vraiment des zinzins. Ouais, c'est vrai. C'est le genre de choses où au moins on vous montrera la réalité un peu de ce que c'est. Exactement. On vous remercie. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, ciao.